Alors, vous avez peut-être déjà entendu dire que la physique théorique est actuellement dominée par deux théories, à savoir la relativité générale qui parle de la structure de l'espace-temps à très grande échelle et la mécanique quantique qui parle des interactions entre les particules à très petites échelles. Mais étrangement, ces deux théories au succès empirique incroyable semblent aussi et surtout incompatibles. En particulier, l'application naïve des principes de la mécanique quantique à la courbure de l'espace-temps semble inéluctablement conduire à des infinis impossibles à interpréter. Des idées radicalement nouvelles semblent indispensables pour espérer unifier les deux théories les plus couronnées de succès de la physique. La tentative la plus aboutie aujourd'hui, en tout cas celle qui bénéficie du plus de chercheurs et aussi du plus de publicité, elle s'appelle la théorie des cordes. La théorie des cordes, son idée, c'est de reprendre un peu les choses à zéro et de dire finalement le monde n'est pas fait de particules, mais il est fait de petits objets unidimensionnels, qui sont des petites cordes, et qui, comme les particules, peuvent se balader, interagir, se désintégrer, fusionner, etc. Aujourd'hui, la théorie des cordes, c'est l'approche la plus développée, mais elle est encore loin de pouvoir prétendre à être la théorie du tout. Ok, merci David. Mais aujourd'hui, on va pousser la réflexion un peu plus loin. On va se demander si la théorie des cordes peut un jour candidater à être une théorie du tout, voire même si cette théorie est une théorie tout court. Alors, avant d'aller plus loin vers une analyse plus fine de la notion de théorie, même si j'en ai déjà beaucoup parlé, je vais commencer par quelques remarques sur l'idée de science par réfutation, car bien qu'elle corresponde à une pauvre caricature de l'épistémologie du philosophe Karl Popper, il s'agit néanmoins d'un principe très répandu chez les scientifiques et les zététiciens. Ou plutôt, je vais vous passer ces extraits où Monsieur Phi explique très bien les limites de la science par réfutation. Mais je vois pas le problème, vraiment. Si tu as une théorie, qu'elle fait une prédiction, la prédiction est fausse, et ben ça veut dire que la théorie est fausse, c'est comme ça. C'est logique, modus tollens, tout ça, tout ça. Du point de vue logique, ta prédiction, ce n'est pas du tout une implication toute simple et propre, théorie, flèche, observation. En réalité, si une prédiction est bien une sorte d'implication, son antécédent n'est jamais une théorie toute seule, mais toujours une vaste conjonction de théories et d'hypothèses en tout genre. Parmi tout ça, il y a bien la théorie ou l'hypothèse qu'on veut tester, mais il y a aussi tout le reste, toutes les autres hypothèses qu'on appelle généralement les hypothèses auxiliaires. Et c'est donc seulement en prenant tout ça ensemble qu'on peut déduire une certaine observation expérimentale. Et si l'observation n'est pas conforme, eh bien du point de vue logique, ça implique seulement la fausseté de la conjonction tout entière, c'est-à-dire la fausseté d'au moins un élément de celle-ci, et on ne sait pas lequel ou lesquels. Ça peut être la théorie testée bien sûr, mais ça peut être aussi n'importe laquelle des théories et hypothèses auxiliaires. Le point important et que je veux souligner, c'est qu'on ne peut jamais tester une théorie isolément. Et ça, c'est particulièrement clair dans le cas de la théorie des cordes. En effet, la théorie des cordes seule ne suffit même pas à déterminer la manière dont les cordes de la théorie vibrent. Et du coup, elle n'implique rien quant aux propriétés physiques des particules. Les cordes, elles vibrent, et donc elles vont vibrer dans les dimensions de l'espace de Calabi-Yau. Et la manière dont les cordes vibrent détermine les propriétés des particules qu'on va trouver dans la théorie. Ça veut dire que si moi je commence à faire de la théorie des cordes en choisissant un espace de Calabi-Yau et que mon voisin il fait de la théorie des cordes et qu'il en prend un autre, on va fabriquer deux théories ayant des propriétés physiques différentes, ayant des particules différentes. Et donc, il y a autant de théories des cordes possibles que de manières de choisir l'espace de Calabi-Yau. Le problème, c'est que entre le choix de l'espace de Calabi-Yau et puis les autres choix qu'il faut faire quand on fabrique une théorie des cordes, c'est ce qu'on appelle le problème du choix du vide, on se rend compte qu'on peut fabriquer peut-être jusqu'à 10 puissance 100 théories des cordes différentes. Pour les critiques de la théorie des cordes, cette abondance de choix, ça rend la théorie complètement inutilisable. Si vous avez 10 puissance 100 versions de votre théorie, ça veut dire que chaque fois que vous essayez de faire une prédiction expérimentale, vous avez 10 puissance 100 prédictions expérimentales, et donc dans ces conditions, comment on peut tester la théorie? Si demain quelqu'un se pointe avec un résultat expérimental nouveau, vous allez toujours trouver une tétrachier de théories des cordes qui sont capables d'expliquer ce résultat expérimental. Et donc même pour les plus virulents critiques, du coup, la théorie des cordes n'est pas une science, puisqu'on ne peut pas la tester expérimentalement. Et donc, si l'on en croit le formalisme naïf de la science par réfutation, la théorie des cordes ne serait pas une théorie. Mais en fait, à bien y réfléchir, ce problème n'est absolument pas spécifique à la théorie des cordes. Le même problème apparaît également pour des théories pourtant célébrées par les sciences comme étant des modèles de théorie scientifique, comme la théorie de la gravité de Newton ou comme la théorie de la relativité restreinte, sur laquelle s'appuie à la fois la relativité générale et la mécanique quantique moderne.
Il y a quelques années, un groupe de chercheurs italiens a fait des mesures qui semblaient indiquer que des neutrinos se baladant entre la Suisse et l'Italie se déplaçaient plus vite que la lumière, ce qui a le mauvais goût de contredire les fondements de la théorie de la relativité restreinte. Du coup, face à ces observations troublantes, on pouvait se dire ou bien que la vénérable théorie de la relativité restreinte est erronée, ou bien qu'il y a une couille dans le potage de l'accélérateur de particules. Et de fait, les physiciens en général considéraient que le deuxième cas était bien plus probable que le premier. Et ils avaient raison, il s'agissait bien d'erreurs de mesure dont on a pu identifier la source quelques temps plus tard. Donc non, très clairement, quand des observations contredisent une théorie, la méthode scientifique, ce n'est pas de rejeter la théorie. Parce qu'en réalité, l'observation en question ne contredit jamais la théorie toute seule, mais toujours une vaste conjonction de théories et d'hypothèses auxiliaires, notamment des hypothèses concernant les circonstances de l'observation elle-même, hypothèses qui peuvent être beaucoup moins crédibles que la théorie prétendument contredite par cette observation. Et oui, parce qu'à bien y réfléchir, pour vraiment devenir prédictive, même des théories comme la relativité restreinte se doivent de s'appuyer sur toutes sortes de paramètres additionnels, notamment concernant la fiabilité des instruments de mesure. Or, pourvu qu'il y a 1000 composants dans ces instruments, ce qui est souvent largement le cas, on aura facilement au moins 1000 paramètres à décrire pour pouvoir prédire. Or, 1000 paramètres, ça nous fera au moins 2 puissance 1000 prédictions possibles en fonction des valeurs des différents paramètres. À côté de cela, les 10 puissance 100 versions de la théorie des cordes paraissent en fait être un choix restreint. Bref, même les théories célébrées de la physique ne prédisent en fait rien, ou du moins à elles seules, elles ne prédisent rien. Elles ne sont pas réfutables, elles ne sont pas des théories scientifiques au sens naïf de la science par réfutation. Alors, si je vous raconte tout ça, ce n'est bien sûr pas pour critiquer la physique ou les théories de la physique. Il ne s'agit absolument pas de demander aux physiciens d'arrêter de qualifier leur théorie de théorie. J'espère davantage vous montrer qu'il y a énormément de subtilité derrière la notion de théorie scientifique qui me semble beaucoup trop ignorée à la fois par les scientifiques et par les vulgarisateurs scientifiques. Hashtag c'est compliqué. Mais surtout, mesurer la difficulté de définir ce qu'est une théorie me semble être une étape nécessaire pour vraiment apprécier la complétude de la pensée bayésienne et l'élégance du formalisme épistémologique de l'informaticien Ray Solomonoff. En fait, la plus grande contribution de Solomonoff, c'est peut-être d'avoir fourni une définition incroyablement judicieuse au mot théorie. Et pour comprendre cette notion que je vais appeler théorie à la Solomonoff, il me faut insister sur 3 points très importants dont on a déjà posé les briques dans les épisodes précédents et dans la première partie de cette vidéo. Ces 3 briques qu'on va développer par la suite sont: premièrement, on considère que les données sont une suite de bits. Deuxièmement, les théories qu'on considère doivent toujours parier. Et troisièmement, les théories qu'on considère doivent être calculables. Accepter ces 3 points, et accepter en plus le bayésianisme, revient essentiellement à accepter l'induction de Solomonoff. Plus ou moins le problème de l'a priori universel de Solomonoff dont on parlera la prochaine fois. Le premier point, on en a déjà longuement parlé dans les épisodes 26 et 27. Si on accepte la thèse de Church-Turing ou si l'on reconnaît le succès de la digitalisation, notamment dans le cadre des technologies de l'information, alors force est d'admettre que les données auxquelles nous et nos machines avons accès sont équivalentes ou au moins quasi équivalentes à des données numérisées, et en particulier à une suite de bits. C'est ainsi que, sans perte de généralité, Solomonoff considéra des données de la sorte. Et d'ailleurs, juste pour insister sur la généralité des données numérisées et du problème de l'induction qui consiste à compléter de telles données, les données brutes étudiées aujourd'hui en sciences sont essentiellement des enregistrements d'ondes, qu'elles soient électromagnétiques, électroniques ou mécaniques. Typiquement, les astrophysiciens vont passer leur temps à analyser des photos du ciel dans toutes sortes de longueurs d'onde, tandis que les biologistes vont utiliser des lasers et des caméras pour séquencer des morceaux d'ADN. Or, ces images sont souvent numérisées ou au moins numérisables. C'est ainsi que beaucoup de données brutes produites par les sciences ne sont finalement rien d'autre que des suites de bits. En mettant bout à bout ces bits et en ajoutant des métadonnées elles-mêmes numérisées qui décrivent par exemple le processus à travers lequel les nombres ont été obtenus, on se trouve alors finalement avec une très longue suite de bits, tout comme la longue suite de bits que chaque chercheur télécharge quand il cherche à lire un article scientifique sur Internet, ou comme celle que votre ordinateur reçoit après chaque requête que vous faites sur Internet et que votre ordinateur traite pour ensuite vous afficher une page web ou une vidéo YouTube. Ainsi, on se retrouve finalement dans le même formalisme que celui de l'épisode 33. Chercher quelles théories sont crédibles, ça revient ainsi à déterminer celles qui collent avec la suite de bits ainsi collectés. Le deuxième point est sans doute le plus intéressant, ou du moins celui dont on a encore trop peu parlé jusque-là. Selon ce deuxième point, dans le cadre de Solomonoff,
Une théorie se doit de parier sur toute donnée future qu'on peut imaginer avoir observée. Pour comprendre l'importance de ce second point, il suffit de regarder du côté de l'équation fondamentale du bayésianisme, à savoir la formule de Bayes. Cette formule du savoir fait intervenir des termes appelés vraisemblance des données selon différentes théories, qui s'écrivent P de D sachant T, où D est la donnée et T est la théorie. Mais alors, pour que cette formule du savoir s'applique en toutes circonstances, il faut absolument que toute théorie T qu'on considère assigne une probabilité à toute donnée possiblement observable D. Ça, en termes mathématiques, ça revient à dire que la théorie T doit définir une loi de probabilité sur l'ensemble des suites binaires finies. Autrement dit, il faut que, étant donné la théorie T, pour toute donnée D, on puisse calculer un nombre entre 0 et 1 qui correspond à la probabilité de la donnée D selon la théorie T. Et il faut aussi que les nombres ainsi calculés respectent les lois des probabilités dont on a parlé dans l'épisode 2. En langage plus courant, ceci revient à dire que toute théorie T conforme au formalisme bayésien doit nécessairement parier sur toute donnée D possiblement observable. En particulier, une théorie bayésienne T ne peut pas suspendre son jugement. Elle ne doit pas dire « je ne sais pas ». Une théorie bayésienne doit parier. Et comme les théories à la Solomonoff doivent être des théories bayésiennes, elles aussi doivent parier sur toute donnée possiblement observable. En cela, non, la théorie des cordes n'est pas une théorie à la Solomonoff. Après tout, toute seule, elle est incapable de parier quoi que ce soit, par exemple sur la masse au repos de l'électron, ou par exemple sur le nombre total de décès confirmés du Covid-19 en 2020, tel qu'il sera rapporté par le site Worldometer au 1er janvier 2021, par exemple. Beaucoup de scientifiques ou de vulgarisateurs scientifiques insistent énormément sur la notion de théorie et sur de potentielles distinctions entre les mots théorie, postulat, axiome, hypothèse ou encore thèse. Mais étrangement, non seulement je n'ai jamais fait de telles distinctions, et d'ailleurs M. Phi non plus, mais surtout le cadre de Solomonoff non plus, et qui plus est, la notion de théorie à la Solomonoff échoue à qualifier les théories les plus importantes des sciences de théorie. Pour comprendre cette tension entre le langage de Solomonoff et le langage courant des scientifiques, on peut reprendre l'exemple de la relativité restreinte. À bien y réfléchir, cette théorie définit en fait des règles de transition entre différents états successifs de l'univers. Dès lors, pour qu'on puisse prédire la mesure de la vitesse des neutrinos de l'expérience Opera, il nous faut en savoir plus sur l'état physique de l'univers et en particulier sur la qualité des instruments de mesure au moment de la mesure. Faute de telles données, la théorie de la relativité restreinte seule ne prédira rien. Elle ne fait même pas un pari, elle s'abstient de parier. Mais du coup, la relativité restreinte ne peut pas être refutée. Pour toute observation, on peut concocter une explication ad hoc en faisant des hypothèses auxiliaires sur l'état physique de l'univers, et bien souvent, il suffit même de concocter des explications ad hoc concernant les appareils de mesure. Si la relativité restreinte n'est pas au standard du bayésianisme, c'est en fait pour les mêmes raisons que celles qui font qu'elle n'est pas non plus au standard de la science par réfutation. Mais alors, parce que la relativité restreinte ne parie rien, il n'est pas clair comment sa crédence peut être calculée et surtout comment cette crédence doit être modifiée suite par exemple à la mesure de la vitesse des neutrinos de l'expérience Opera. En tout cas, le bayésianisme ne semble pas fournir d'outils pour mesurer la crédence de théories qui ne parient pas. Et en un sens, ça tombe bien, puisque de telles théories ne nous disent finalement rien des observations qu'on aimerait prédire. Ceci étant dit, il n'est en fait pas si difficile de transformer la relativité restreinte en une théorie à la Solomonoff. En effet, il suffit de compléter ces théories avec une description probabiliste des états physiques probables de l'univers. En l'occurrence, si on assigne une probabilité 95% au fait que les instruments de l'expérience Opera fonctionnent comme ils devraient fonctionner, et si dans les 5% restants, à peu près n'importe quelle observation peut être faite, alors la relativité restreinte plus cette description probabiliste des états physiques probables de l'univers forment une théorie à la Solomonoff, en tout cas concernant les données collectées par l'expérience Opera. En effet, cet ensemble parie désormais à 95% que la mesure faite sera un nombre légèrement inférieur à la vitesse de la lumière, aux imprécisions de mesure près. Alors, petit aparté rapide, il est tout à fait possible de définir des théories bayésiennes restreintes à un sous-ensemble des données possiblement observables. Il suffit d'ignorer toutes les données au sujet desquelles ces théories ne prédisent rien. Mais de telles théories ne pourront pas être mises au même plan que les théories à la Solomonoff qui, elles, parient sur tout. Qui plus est, le paradoxe de Stein nous dit que ce genre de restriction est en fait statistiquement inadmissible. Mais bon, il faudrait une vidéo complète dédiée à ce formidable paradoxe. L'exemple de l'expérience Opera illustre en fait un phénomène plus général dans la construction des théories scientifiques en pratique. Il est ainsi de coutume de distinguer les états de l'univers des lois de l'univers. Il faut dire que, comme Laplace avait remarqué, Laplace
place. Les lois de Newton ont été particulièrement en réussite pendant des siècles, si bien qu'il semblait qu'il ne manquait qu'une description des états de l'univers pour que des prédictions puissent découler des lois de Newton. Mais en 1936, en introduisant la machine universelle qui porte son nom, le mathématicien Alan Turing a montré l'absurdité d'une distinction nette entre les lois d'un univers et les états de celui-ci. En effet, intuitivement, il est tentant de penser que les règles de fonctionnement d'une machine, ces lois, sont très différentes des données qu'on lui fournit, que l'on pourrait naturellement comparer à l'état de la machine. Cependant, Turing a justement montré que toute règle d'une machine pouvait être décrite comme les données d'une machine universelle à côté des autres données de la machine initiale. A l'inverse, les données d'une machine peuvent être incorporées comme les règles d'une autre machine qui ne disposerait de plus aucune donnée initiale. Ces trois machines qu'on obtiendrait seraient alors indiscernables d'un point de vue algorithmique. En vertu de l'universalité des machines de Turing, il n'y aurait pas de raison de dire que les règles de l'une sont plus fondamentales que celles des autres. Il en est finalement de même pour les théories usuelles de la physique et les états physiques de l'univers. La frontière entre les deux est en fait extrêmement poreuse. Pour prendre un exemple, alors qu'Einstein avait considéré que la constante cosmologique était une loi de l'univers, il est courant pour les physiciens modernes de mettre ce terme à droite de l'équation et d'interpréter tout à coup cette constante cosmologique comme une caractéristique de l'état physique de notre univers actuel, typiquement appelé énergie noire. En glissant une quantité de gauche à droite, on avait transformé une loi en un état. Plus troublant encore, la théorie des cordes est ainsi déclinée en au moins 10 puissance 100 variantes, une par géométrie de l'espace de Calabi-Yau. Alors que certains vont se demander lesquelles de ces variantes est la loi de l'univers, d'autres envisagent que toutes ces variantes existent dans un multivers et que notre univers dispose d'un état physique qui correspond à l'une de ces variantes. Un dernier exemple marquant est celui de la seconde loi de la thermodynamique, celle qu'Einstein a qualifiée de suprême. Cette loi a longtemps été vue comme une loi de l'univers. Cependant, certains physiciens comme Sean Carroll proposent une interprétation qui peut paraître plus simple. Cette seconde loi ne serait pas une loi de l'univers, ce serait en fait davantage une conséquence de la très faible entropie de l'état physique présent, et surtout en fait de l'état physique passé de notre univers. Dans tous ces exemples, on voit qu'on peut passer très facilement des lois physiques aux états physiques de l'univers sans changer quoi que ce soit aux propriétés prédictives de la combinaison loi plus état. À l'instar de Turing, Solomonoff nous invite en fait à considérer que cette distinction entre loi et état est en fait inexistante. Dit autrement, selon Solomonoff, une théorie doit parler à la fois des lois et des états physiques, de sorte que, à elle seule, elles parviennent à toujours parier. Une théorie à la Solomonoff doit parier. Et ça, ce sera absolument critique pour comprendre le rasoir d'Occam dont on parlera la prochaine fois. En fait, il existe des machines naturelles à parier, notamment le cerveau humain, que celui-ci soit aidé de théories scientifiques ou non. Pour savoir si une observation est crédible sachant l'état des connaissances en physique, à la fois les connaissances sur les lois physiques et sur l'état physique de l'univers, on peut s'adresser au cerveau des scientifiques. Ainsi, si on dit à une astronome que Jupiter a changé de sens de rotation, cet astronome pourra rétorquer si ceci lui paraît crédible ou non. Et très probablement, elle dira que non, ça ne lui paraît pas crédible du tout. Si on demande à une biologiste si le tyrannosaure dansait pour séduire les femelles, elle répondra probablement avec un marqueur de modestie épistémique comme probablement, ou peut-être probablement pas, quelque chose comme ça. Enfin, si on demande à une sociologue de prédire si l'on observera une diminution des suicides dans les 5 ans à venir, elle répondra... beaucoup d'incertitudes sur ce qu'elle répondra, mais probablement qu'elle utilisera le mot probablement. Si ces paris sont possibles, c'est que les cerveaux des scientifiques contiennent une combinaison des lois probables, des états physiques probables de notre univers et de puissances de calcul qui permettent de combiner tout ça pour effectuer des paris. Ainsi, ces cerveaux de scientifiques ne sont pas si différents de théories à la Solomonoff. Quoique, contrairement à nos cerveaux, les théories à la Solomonoff se doivent de respecter les lois des probabilités. Alors, on a vu que des théories comme la relativité restreinte n'étaient pas des théories à la Solomonoff et avaient ainsi du mal à se conformer au formalisme bayésien. Néanmoins, si l'on sort du cadre du bayésianisme, n'y a-t-il pas tout de même un moyen pragmatique pour prétendre que la relativité restreinte est, en un sens, crédible? N'y a-t-il pas quelque chose à retenir des bêtises que disait le lait de 2016? L'analogie avec les librairies de code semble ici très pertinente. Ces librairies sont souvent utilisées pour construire des codes exécutables. Cependant, ces librairies seules ne sont pas exécutables. Elles ne sont que des blocs de Lego qui permettent des constructions plus complètes. D'une certaine manière, il en va de même pour la relativité restreinte, les lois de Newton, les équations de Maxwell, la relativité générale, la mécanique quantique et toutes ces lois identifiées par la physique. Ces lois sont comparables à des librairies de code sur lesquelles il est utile de s'appuyer pour construire des théories à la Solomonoff.
Ok, mais pensez maintenant à deux librairies différentes qui permettent de trier des tableaux. Y a-t-il vraiment un sens à considérer que l'une de ces librairies est plus crédible que l'autre? Ça paraît un peu vide de sens. Il s'agirait plus de déterminer laquelle est plus utile, disons pour différents cas d'application. Mais alors, de la même manière que la notion de crédibilité d'une théorie semble dénuée de sens, la notion de crédibilité de loi de la physique semble pouvoir être qualifiée ainsi aussi. Ou du moins, plutôt que de la crédibilité des lois de Newton, dans un cadre pseudo-bayésien au moins, il semble qu'il soit plus pertinent de parler de l'utilité des lois de Newton. Et ce qui est intéressant, c'est que ces lois sont souvent en effet utiles, surtout à l'école, mais aussi quand il s'agit de construire des ponts ou d'étudier la physique des matériaux. Il est souvent utile d'invoquer la librairie loi de Newton, que celle-ci soit enregistrée dans votre machine ou dans votre cerveau. Une telle librairie semble utile pour concevoir des théories à la Solomonoff fiables. Mais il est intéressant de noter qu'elle n'est pas toujours nécessaire. En effet, parfois l'observation de phénomènes émergents, par exemple en mécanique des fluides ou en physique des plasmas, peut être directement analysée par des algorithmes par exemple de machine learning qui pourraient être capables de meilleures prédictions sans jamais faire appel aux lois de Newton. Après tout, pour savoir où un ballon va tomber, un joueur de football ne résout pas une équation différentielle. En tout cas, je ne pense pas que Pogba ait résolu une équation différentielle dans cette image. Les lois de Newton sont ainsi utiles, mais il ne semble pas y avoir de sens à dire qu'elles sont indispensables pour effectuer des prédictions. Bref, pour récapituler les deux premiers points, on a vu qu'une théorie à la Solomonoff devait parier sur des données numérisées possiblement observables. En langage mathématique, on parle de loi de probabilité sur ces données. En un sens, ceci caractérise en fait davantage les théories bayésiennes que les théories à la Solomonoff. L'énorme coup de génie de Solomonoff, ce fut d'intégrer un troisième principe, à savoir la calculabilité des théories. De façon intrigante, on peut voir ce principe comme une formalisation des idées de Hume. Souvenez-vous, dans l'épisode 33, on a vu que Hume pensait que le principe d'uniformitarisme était critique à l'induction. On a aussi et surtout reformulé cet uniformitarisme à l'aide de la notion de loi ou de règle de calcul, et même plus précisément à travers la notion d'algorithme. Dit autrement, Hume affirmait que l'induction ne pouvait être justifiée qu'en vertu de l'existence d'un algorithme qui expliquait au moins partiellement certaines régularités des données observées. Eh bien, le génie de Solomonoff, c'est tout simplement d'inclure naturellement cette notion d'uniformitarisme en exigeant des théories qu'elles soient algorithmiques. Une théorie à la Solomonoff, c'est donc un algorithme qui décrit une loi de probabilité sur les données. Ceci étant dit, on peut fournir une autre explication beaucoup plus pragmatique à cette exigence de Solomonoff. Si on en croit la thèse de Church-Turing, justifiée notamment par le théorème de Gandhi dont on a parlé avec Gilles Dweck, notre univers physique semble nous restreindre à des opérations uniquement calculables. Dans ce contexte, toute théorie pragmatique se doit d'être calculable. Quoi qu'il en soit, on a maintenant tous les ingrédients nécessaires pour comprendre la notion centrale à la réflexion de Solomonoff. Une théorie à la Solomonoff est ni plus ni moins une loi de probabilité calculable sur l'ensemble des suites binaires. Et ça, je pense, c'est l'une des plus géniales définitions de toute l'histoire des sciences et de la philosophie. Oui, car avec ça, on a maintenant tout ce qu'il faut pour formaliser naturellement le rasoir d'Occam, pour définir précisément l'induction de Solomonoff, et pour ainsi enfin disposer d'une solution complète au fameux problème de l'induction de David Hume.